L'IA va pas remplacer ton travail, mais par contre la personne qui sait l'utiliser va te remplacer ton travail. Avant on était vraiment architecte de notre audience, on devait donner l'âge, la localisation, des centres d'intérêt liés à l'audience. Tout ça faisait qu'on arrivait à toucher notre cible. En fait, l'intelligence artificielle, elle regarde ton contenu. Elle va du coup faire des tests. Dès qu'elle va voir qu'effectivement il y a une audience qui est plus réceptive qu'une autre, le budget va plus être alloué vers l'audience qui est la plus réceptive. Et qu'est-ce qui se passe s'il se plante d'audience? Donc au début, les résultats sont exécrables. Faut-il arrêter la campagne? Alors, il ne faut absolument pas arrêter la campagne. L'intelligence artificielle reste un assistant. C'est pas quelqu'un qui remplace, c'est quelqu'un qui va vraiment t'aider à être plus productif. C'est là où tu sais aussi que l'IA va pas remplacer l'humain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Feed, le podcast qui nourrit vos connaissances sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Martin, qui est un de nos performance managers. En d'autres termes, c'est un expert en ads. Ce domaine a connu un virage à 180 degrés dont on va parler aujourd'hui. On est passé de l'ère du media buying à l'ère du creative buying. Vous avez peut-être déjà entendu ce slogan « Creative is the new targeting ». Martin, on va attaquer le sujet de manière chronologique, en tout cas au début. En 2025 et avant, quelles étaient les informations dont tu avais besoin pour bien faire ton taf? Donc c'est très simple, en fait avant on était vraiment architecte de notre audience. En gros, du coup, dès qu'on devait lancer une campagne, on devait donner beaucoup d'informations à la campagne pour justement avoir une idée de l'audience qui était claire. On devait donner l'âge, la localisation, des centres d'intérêt liés à l'audience. Et du coup, tout ça faisait qu'on arrivait à toucher notre cible, alors qu'au final, maintenant, avec l'ensemble des updates qui ont été faits sur l'ensemble des plateformes, on doit vraiment donner très peu d'informations pour pouvoir en fait toucher notre audience. Et c'est là aussi où on est un peu dans cette nouvelle expression qui est la créa et le nouveau targeting. On va en fait cibler de moins en moins et le ciblage va vraiment se faire dans la créa. Donc avant, on faisait ce qu'on peut appeler un micromanagement d'audience, et maintenant c'est plus du tout le cas. On va plus se focus sur ce qu'on crée pour toucher les bonnes personnes. Ouais, ça, maintenant, le micromanagement, comme tu dis, c'est vraiment obsolète. Là où maintenant, vraiment, le travail va vraiment être de faire cette stratégie sur les visuels, en fait, que ce soit sur la vidéo, sur l'image, et en fait de parler à notre audience et à nos différents groupes cibles dans le contenu. Et alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et pour avoir un peu bossé avec toi, je sais qu'il y a une méthode que tu apprécies beaucoup, qu'on appelle le BOFU, MOFU, TOFU. Tu vas pouvoir un peu nous détailler tout ça. Maintenant, on va être transparent aussi. Quand un client ou n'importe qui demande à faire une campagne, c'est pour avoir un retour sur investissement positif, un ROI au vert. Comment ça fonctionne maintenant? Parce que donc, avant, tu faisais un micromanagement d'audience. Donc, tu avais ces 3 étapes pour vraiment bien cibler et pour pouvoir convertir derrière. Mm-hmm. Ici, j'ai l'impression qu'on a moins de contrôle sur l'audience qu'on cible. Mais donc, on doit plus investir dans une campagne avant d'avoir des bons résultats. En fait, cette méthode, elle est toujours efficace. Mm-hmm. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que ça a un budget. Parce que, par exemple, le top of funnel, c'est donc toute la partie qui est la visibilité, l'awareness par rapport à un produit, à un service, par rapport à le fait d'installer une marque dans la tête de nos utilisateurs. En soi, ça ne t'apporte aucun retour sur investissement. C'est juste, du coup, effectivement, c'est vraiment aller mettre ta marque dans la tête des gens. Et ensuite, du coup, tu as le MOFU qui est là vraiment... le but, c'est vraiment d'aller, en fait, susciter un petit peu plus l'intérêt pour ta marque, du coup, en donnant des témoignages, en montrant un peu plus le produit, en faisant de l'unboxing, vraiment pour vraiment donner un peu plus d'intérêt à un produit, un service ou à une marque. Et ensuite, effectivement, tu as le BOFU, donc le bottom of funnel, qui est vraiment dédié à l'incitation à l'action, que ce soit un achat, que ce soit le fait de remplir un formulaire et d'envoyer. Mais effectivement, faire tout ça, c'est un certain coût. Donc c'est là aussi où il faut essayer d'être intelligent et quand même de montrer ça aux clients pour qu'ils puissent se rendre compte que effectivement ça a un certain coût, mais derrière le retour sur investissement sera que qualitatif parce que à chacune des phases, en fait, on a des learnings qu'on va pouvoir en fait appliquer dans nos campagnes, que ce soit dans la création d'audience remarketing ou d'audience lookalike, qui vont nous permettre derrière d'avoir un meilleur retour sur investissement sur notre campagne de conversion. Donc faisons vraiment étape par étape. Donc tofu. Vraiment, ça fait un peu vegan, ça. Ouais, vraiment, ça fait un peu formule magique. Mais Top of funnel, c'est broad. Ouais, vraiment, broad, c'est large. C'est très large et c'est vraiment dans le but de visibilité. Ok, et donc là, ta communication, c'est ce qu'on appelle awareness, c'est faire connaître ta marque ou ton produit auprès d'une large audience
pour voir comment elle réagit. C'est ça, tout à fait. Et en fait, dès que tu vois quelle audience réagit, en fait, déjà dans la seconde step, donc le MOFU, donc le middle of funnel, tu vas déjà faire en fait des audience remarketing sur les personnes qui ont amené un intérêt, qui ont peut-être déjà cliqué et qui ont peut-être regardé la vidéo à 50% ou à 100%. En fait, du coup, tu vois déjà que c'est une audience qui est déjà plus engagée. Et du coup, dès que tu fais ces second steps, tu as déjà un meilleur retour en termes de clics et en termes de clics de CPC sur ta campagne. Du coup, en faisant ces deux étapes par rapport au remarketing, en fait, ça vient encore te donner tellement de data que tu vas pouvoir exploiter dans ta phase de conversion pour être encore plus performant. Oui, c'est ça. Donc, les trois terminologies, c'est awareness, on se fait connaître, on a des vidéos qui présentent un produit à des gens qui ne connaissent pas et à une audience la plus large possible. Deuxième étape, on va jouer sur la considération, c'est ça le bon mot ? Considération avec une audience légèrement réduite par rapport aux réactions de la première phase. Et là, pareil, il y a une deuxième analyse sur qui a réagi à la phase de considération pour se dire, OK, maintenant, on va vraiment cibler les personnes qui ont considéré la marque, le produit, le service, pour faire un call to action, donc vraiment les convertir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, en fait, le bottom of funnel, c'est vraiment le closing, quoi. C'est là où tu dois avoir ton retour sur investissement pur, parce qu'en fait, les deux précédentes phases, c'est énormément de awareness et au final de trafic pour faire en sorte que les gens te voient et viennent sur ton site. Mais la conversion, c'est vraiment là où, effectivement, c'est là que t'attends un résultat, que ce soit des leads ou que ce soit des achats. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois fort expliquer aux clients ? Parce qu'on sait maintenant... Plus que jamais, on est dans une époque où on est humainement tous très impatients. On veut des résultats directs, mais quand on entend qu'il y a plusieurs phases avant de pouvoir convertir, est-ce qu'il y a, je sais pas, des KPI différents à suivre sur le top of funnel que sur le bottom of funnel pour essayer d'un peu rassurer le client en disant « Ok, la conversion, ça vient à ma troisième phase. Sur la première phase, les bons KPI à suivre, c'est cela, et ça, ce sont les bons résultats. » C'est comme ça que tu arrives à rassurer le client sur... l'entièreté du process ? Ouais, mais en fait, tout à fait. En fait, chaque phase du funnel a vraiment ses KPI de succès, sur lesquels tu peux t'appuyer pour dire effectivement si ta campagne performe ou non. Donc, par exemple, pour l'awareness, on parle énormément de visibilité, donc tu vas énormément regarder les impressions, le reach, aussi voir aussi ton hook rate pour voir aussi les personnes regardent ta vidéo et aussi combien de temps ils restent sur ta vidéo pour vraiment voir aussi déjà le type de contenu qui fonctionne, mais aussi voir du coup les personnes qui font partie de cette audience là pour pouvoir faire du remarketing dessus. Là où en termes de trafic, donc MOFU, donc middle of the funnel, là tu vas regarder tout ce qui est un peu plus CPC, CTR, voir un peu combien de coûte un clic pour aller sur ton site, et justement que ce soit beaucoup plus clair, et aussi de pouvoir réutiliser ces informations pour pouvoir faire du remarketing. Et après, tu as la conversion qui est vraiment, c'est le coût par acquisition, le coût par achat qui est essentiel. Bon, tu as toujours les informations comme le ROI, donc le retour sur investissement, qui est aussi important. Mais du coup, effectivement, chaque phase a des KPI sur lesquels tu peux déterminer des KPI de succès qui vont dire effectivement si ta campagne fonctionne ou non. On va juste faire une petite parenthèse pour les termes techniques. Donc, on a utilisé KPI, Key Performance Indicator. Donc, ça, je pense que c'est assez ancré dans la tête des gens. Tu as utilisé CPC, CTR. Ouais. Donc, le CPC, c'est le coût par clic. Oui. Et le CTR, du coup, le coût par résultat. Donc, en vrai, le coût par résultat, c'est en général, en fonction de ton objectif, tu vas avoir un coût par résultat qui est différent. Ça peut être un nombre d'impressions, ça peut être un nombre d'achats, un nombre de leads, un nombre de clics, vraiment en fonction de ton objectif de campagne. Et du coup, le coût par clic, ça te permet juste de voir exactement combien coûte un clic sur ta publicité pour pouvoir aller sur ton site, qui est aussi un KPI assez important dans l'ensemble de la campagne, parce qu'en fait, c'est un KPI qui te permet de voir aussi une certaine rentabilité de trafic sur ton site ici. Et nous, on aimerait bien avoir que du trafic de qualité. Donc, c'est aussi... Ça, c'est une discussion qu'on a eue sur un de nos clients. On ne va pas citer, mais c'était une étude de cas très intéressante parce qu'on avait des bons résultats sur le trafic qui était envoyé sur le site du client, mais le taux de conversion, donc par rapport au trafic envoyé sur le site du client, il n'y avait pas beaucoup de conversion. Il n'y avait pas beaucoup, on va appeler ça, il n'y avait pas beaucoup d'achats, ce n'était pas vraiment des achats, mais ici, il y a deux questions qui peuvent se poser. Donc, soit la landing page du client est mauvaise et elle ne convertit pas, soit le trafic envoyé n'est pas qualifié. Tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose que tu analyses, étudies avec le client. Donc quand tu es dans ce genre de situation, il y a vraiment cette discussion qui se fait avec le client, genre, OK, j'ai l'impression que le churn vient plus de la qualité de la landing page, ou alors, clairement, notre audience doit être retravaillée. En fait, là, tu mets un point sur quelque chose de super important et qui sera d'autant plus important en 2026 et pour les années à venir. C'est que
quand tu vois une publicité, tu t'attends à cliquer dessus et à tomber sur une landing page qui résume un peu ce que tu as vu. Ouais, qui correspond à ce que tu as vu. Si c'est pas le cas, par exemple, si tu l'envoies sur une step avant, donc avant d'avoir une fiche produit, du coup, ça se trouve, il doit chercher le produit qu'il a vu, qu'il a fait cliquer. Donc là, effectivement, c'est des steps en plus. Et notre but en tant que marketeur, c'est de killer toutes ces steps. Vraiment de faire en sorte que tu cliques, que tu arrives sur le produit que tu as vu qui t'intéresse et que si effectivement l'offre te plaît, que tu puisses faire ton achat. Et du coup, c'est là aussi qu'en 2026, il y a un travail qui doit être fait sur les landing pages, là où tu envoies tous tes clients en conversion. Si tu as envie d'avoir un certain taux de conversion, en tout cas un certain pourcentage de taux de conversion, tu dois avoir des landing pages qui parlent aux audiences qui sont intéressées et qui ont cliqué sur ta publicité. Et c'est pas toujours le cas. Il y a ça, et ensuite il y a aussi la performance de la landing page en tant que telle. Si tu as un site qui te met entre 5 et 10 secondes pour charger, tu vas perdre des gens durant le voyage. Du coup, c'était quoi? C'était 13% par seconde? Ouais, ça, je pense que c'était entre toutes les secondes où t'attends, tu as un risque de 90% d'abandon. Ok, c'était ça. Ouais. Donc, ce qui est alors, les 13%, c'est par clic. C'est ça. Genre, chaque clic, tu vas perdre 13% c'est là où on dit que toutes les steps, nous, le but, c'est vraiment de killer les steps pour éviter d'avoir ce taux de rebond. Et c'est aussi, ça, super important, nous, en tant que marketeur, de pouvoir analyser le customer journey et de voir aussi à quel step les gens quittent. Parce qu'effectivement, si tu as 2 steps, tu as beaucoup de chances que les gens aillent jusqu'à la fin. Si tu en as 4, 5, c'est déjà plus compliqué. C'est clair. Ouais. C'est clair. Tu vois la motivation des gens, mais aujourd'hui, si tu veux convertir, tu t'en fous de la motivation. La motivation, ça doit être la conversion. Donc là, on a déjà un tout petit peu touché le sujet, mais comme on a dit, on allait avancer chronologiquement. En 2025, il y a clairement une bombe qui tombe dans le monde des ads. Ça s'appelle Advantage Plus. On passe de media buying à creative buying. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails là-dessus? Clairement, l'Advantage Plus, vous prenez un peu l'analogie de la voiture. Avant, du coup, tu conduisais des voitures manuelles. Du coup, tu devais passer les vitesses, tu devais embrayer, tu devais faire tourner dans les virages. Là, maintenant, on passe sur un peu la voiture autonome, un peu la Tesla, où en fait, tu vas lui donner juste la destination, qui va être le but de ta campagne. Et ensuite, tu vas lui donner de l'essence, qui va être le budget. Et lui, du coup... L'électricité, pour une Tesla. L'électricité, tout à fait. L'électricité. Et du coup, là, effectivement, avec ça, et avec tous les assets que tu vas lui donner, donc tes vidéos, tes carousels, tes statiques, en fait, là, du coup, il va aller chercher en fait, les audiences qui sont les plus réceptives à la campagne. Et en fait, c'est là où est la force maintenant de la créa, qui n'était pas le cas avant, parce que du coup, on mettait énormément de travail dans les créations d'audience. En fait, le targeting, il se fait vraiment dans la créa. La créa va parler à un certain groupe d'audience. Il va y avoir plein de variations. Parce que du coup, effectivement, le fait, c'est de tester. Donc, on va avoir des variations de copie, des variations de couleurs, des variations de produits, des variations de hook. Aussi, même dans la vidéo ou dans l'image, directement s'adresser à la personne à qui on veut parler. Et aussi, des call to action différents. En fait, tout ça va faire que ça va nourrir l'algorithme et elle va être capable de pouvoir dire ok, ces personnes-là sont intéressées par les publicités ou ces personnes-là ne le sont pas. Et du coup, effectivement, c'est ça aussi qui est bien avec l'IA, c'est que si elle capte directement qu'une audience n'est pas intéressée parce que l'IA elle regarde les clics, elle regarde le coût par clic, et directement si elle voit qu'effectivement l'audience qu'elle essaie de toucher ne clique pas et qu'il n'y a aucun coût par acquisition, du coup, elle va elle-même apprendre et directement se diriger vers les audiences qui, elles, sont intéressées et qui cliquent. On va approfondir ça. Avant, j'aimerais quand même revenir sur la partie métier. Ouais. Donc, est-ce que ce changement, on peut parler d'un changement de paradigme qui change complètement ton rôle, toi, en tant que ads expert ou performance manager, ça dépend comment on veut l'appeler, mais toutes les personnes, pas que toi uniquement, mais toutes les personnes qui travaillent dans les ads, c'est un gros changement dans leur façon de fonctionner. C'est sûr que maintenant, un media buyer à l'ancienne, s'il n'a aucune affinité avec la créa, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que ici, sur Social Sky, c'est hyper intéressant. Mais déjà, moi qui avais déjà en fait cette expertise de l'ADS et qui l'est beaucoup plus dans le contenu, parce que sur Social Sky, on a vraiment un mantra qui est vraiment le contenu est à la cœur de la performance. Ouais.
C'est marrant, on l'avait déjà avant cette bombe. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment simple. Quand tu vois du coup le chiffre des algorithmes, bah, c'est typiquement ce que nous on a toujours dit. Et clairement, maintenant, mon travail c'est 50% d'analyse parce que tu dois être expert tu dois savoir traduire les chiffres. Oui. Mais tu dois aussi être capable de pouvoir capter un peu tout ce qui est émotion humaine et qu'est-ce qui va réagir les gens. Et du coup, tu as vraiment cette casquette de média buyer et de créatif stratégiste. C'est intéressant parce que on divise souvent ces deux types de personnalités ou de personnes. Les personnes qui sont très chiffres, très stats, c'est automatiquement du rationnel, du factuel. Et aujourd'hui, des personnes qui étaient expertes en ads et qui étaient très matheuses, très data, très chiffres, doivent garder ça, parce que forcément, pour faire du monitoring, tu dois rester un peu câblé sur les chiffres, mais tu peux pas être mauvais en créativité. Tu dois avoir cette notion un peu de production de contenu, création de contenu, parce que tu dois un peu guider les community managers ou les content producers dans la bonne direction pour t'assurer que ce que eux vont créer vont toucher les bonnes audiences, puisque on ne les configure plus les audiences. C'est ça? Ouais, tout à fait. Mais en fait, mon travail, je ne peux pas ne pas impliquer les créatifs stratégistes dedans. En fait, maintenant, on doit travailler ensemble. Parce que même si moi, en fait, j'ai l'expertise de la data, mais j'ai besoin d'avoir l'expertise des trends, de qu'est-ce qui pourrait parler à l'audience que j'ai envie de toucher. Et du coup, c'est eux qui l'ont. Et du coup, maintenant, on est obligé de travailler en coopération pour pouvoir, en fait, toujours maximiser la performance de nos campagnes. Et tant mieux, parce qu'ici, on a vraiment énormément d'expertise dans la créa. On en avait plus que dans l'ADS. Et maintenant, le fait d'avoir du coup notre expertise en ads plus la créa, c'est ça qui nous permet d'avoir maintenant des campagnes performantes et aussi du contenu performant qui nous permet de performer dans les campagnes. C'est assez marrant parce que je vais faire un lien avec mon ancien métier. Moi, j'étais dans l'IT et c'est vrai qu'en IT, il y a un métier qui s'appelle le business analyst qui fait en fait de la traduction entre l'IT et le business, parce que souvent, c'est pas du tout le même langage. Et donc, si on n'a pas cette personne qui fait la traduction, clairement, les projets n'aboutissent pas. Ouais. Et donc, ici, en fait, il y a, pour quelqu'un qui a ton rôle, en gros, il y a deux options. Soit cette personne est assez ouverte à devenir un peu plus créative et donc peut combiner les deux rôles, ou bien on crée des binômes. C'est ça, on crée un data expert, ou un ads expert avec un creative stratégiste qui fera le lien avec l'équipe plus créative, content production, etc. Ah, tout à fait. Okay. Tu pourrais trouver la perle rare qui comprend les deux et qui sait faire les deux. Mais la force ici de pouvoir avoir chacun son expertise et de pouvoir travailler ensemble pour toujours performer plus sur l'ADS, c'est vraiment une force. C'est intéressant, tu vois, parce que on est vraiment dans une ère où il y a pas mal de craintes, genre l'intelligence artificielle va nous remplacer. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit ça, il faut plus créer les audiences, elles se font créer par l'intelligence artificielle. Mais de l'autre côté, là, on vient de créer un métier en soi. Parce que ton métier change un peu et a besoin absolument d'un binôme plus créatif qui va pouvoir traduire vers les community managers. Donc en soi, il y a un métier qui change et il y a en un sens un métier qui se crée, genre le business analyst des ads, on va appeler ça comme ça. C'est un peu ça, parce qu'il y a aussi ce truc que tu disais de nouveaux métiers. En fait, même un nouveau métier que tu pourrais mettre comme moi, média buyer, ou comme une autre personne créative stratégiste, c'est en fait aussi en mode traducteur ou alors analyste de l'IA, parce que du coup c'est aussi savoir en fait que donner à l'IA pour qu'elle puisse du coup aller toucher les bonnes audiences aussi. Donc tu dois aussi avoir cette affinité avec comment tu dois prompter, comment tu dois créer du contenu que tu sais que l'IA va mettre en avant. Et du coup c'est aussi quelque chose à prendre en compte, et c'est clairement le pli qu'on essaie de prendre aujourd'hui. Justement, tu me fais une passe décisive. Là. Vraiment, tu m'envoies dans le sujet suivant que je voulais aborder. C'est vraiment l'aspect beaucoup plus technique de ce nouveau système. Comment est-ce que l'intelligence artificielle définit la bonne cible juste sur base d'un visuel? Comment ça se passe techniquement? En fait, l'intelligence artificielle, elle regarde ton contenu. Donc en fait, imaginons, on prend une visuel de chaussures pour tout ce qui est randonnée. En gros, du coup, elle va regarder c'est quoi comme chaussure. Elle va regarder l'ambiance de la photo, donc ça va être quelque chose par rapport à un background montagnier, quelque chose. La matière, c'est aussi peut-être le copy. C'est un copy qui mentionne quelque chose par rapport à l'ensemble. Et en fait, tout ça va faire que ça va lui donner des informations pour en fait savoir que
Effectivement, elle va dire, il y a un truc lié à la randonnée, je vais aller montrer ça à toutes les personnes qui ont montré un intérêt sur tout ce qui est randonnée. Je vois une chaussure, je vais montrer ça à des personnes qui sont intéressées par des chaussures. Il y a des montagnes, je vais aller montrer ça à des personnes qui aiment bien la montagne. Et en fait, du coup, en faisant ça, elle va du coup faire des tests et du coup montrer ça à des gens. Et dès qu'elle va voir qu'effectivement il y a une audience qui est plus réceptive qu'une autre, le budget va plus être alloué vers l'audience qui est la plus réceptive et qui convertit. Ok, donc je vais juste rentrer encore plus dans le détail là-dessus et puis on va revenir sur améliorer les audiences juste par l'IA. Donc tu parlais de l'image qui va être analysée. Tu parlais du copy. Est-ce que si on met un texte sur l'image, ça va être aussi considéré? Et est-ce que ça fonctionne aussi avec les vidéos? Tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, les vidéos, ils vont regarder image par image. Ok. Donc, imaginons, même genre d'exemple, on voit un chien qui court dans un champ. Du coup, il va regarder image par image. Il va voir qu'on est dans un champ. Il va voir que c'est le sujet de nature. Il va voir que, clairement, qu'il y a un chien. Et du coup, toutes ces informations-là vont être en fait une sorte de centre d'intérêt qui va aller tester pour voir où est-ce qu'il peut avoir le plus de réception de l'audience, et là où il en aura plus, du coup il va plus se diriger vers cette audience là, et c'est là que du coup que les tests sont faits et qu'on voit si cette audience est réceptive ou non. Si elle l'est, tant mieux, et continue dans ce sens là. Si elle l'est pas, elle s'arrête, et du coup elle va faire d'autres tests. Donc il y a quand même du test and learn. Donc comme toi manuellement tu faisais tofu, mofu, bofu, où tu cibles d'abord plus large et puis tu ajustes en fonction des réactions, l'intelligence artificielle va faire la même chose. Est-ce que c'est imaginable que l'intelligence artificielle du premier coup se plante complètement? Et qu'est-ce qui se passe s'il se plante d'audience? Donc tu mets un visuel, tu le pousses en mode tu gères l'audience, et en fait au début les résultats sont exécrables. Faut-il arrêter la campagne ou faut-il faire confiance en l'intelligence artificielle de recalibrer vers la bonne audience? Alors, j'aime bien quand ça commence comme ça les réponses. Alors, il ne faut absolument pas arrêter la campagne. Ok. Parce qu'en fait, c'est la learning phase. Si tu arrêtes ta campagne, c'est comme si tu arrêtais de nourrir ta plante. Elle nourrit, elle grandit, et en fait, tu arrêtes, du coup, elle meurt. Ouais. En fait, c'est super important parce que c'est là où il va faire ses tests, et c'est là où, effectivement, au tout début, tu peux avoir un certain montant de budget qui va être dépensé et n'avoir aucun retour sur investissement, aucun coût par acquisition. Mais en fait, c'est ça qui est fort avec l'IA, c'est qu'en fait, l'IA, elle apprend. Elle va tester des audiences, elle va voir que ça fonctionne pas, et du coup, elle va apprendre qu'effectivement, ces audiences, ce n'est pas la bonne, et du coup, je vais aller tester d'autres audiences. C'est le learning phase, et en général, on dit toujours, tu lances une campagne, ne change rien avant 7 jours. J'allais poser la question du timing. Donc 7 jours, c'est le strict minimum avant de faire une première analyse. Ouais, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne à garder. Mais en fait, vraiment, tu vas perdre de l'argent si tu arrêtes ta campagne. En fait, tu vas investir de l'argent, et si tu arrêtes ta campagne parce que tu espères avoir des résultats rapidement, non. Et on le voit sur énormément de comptes. Sur énormément de comptes, au début, ça va pas du tout. Pendant les 3-4 premiers jours, t'as vraiment pas d'achat, ou t'as pas de lead qui remonte dans ta campagne. Et si t'attends encore quelques jours, et là, petit à petit, tu vas voir du coup les campagnes performer, parce que du coup, l'IA a compris à qui elle devait s'adresser, et du coup, c'est là que ça devient performant. Ok, donc un conseil à tout le monde, c'est prendre le mal en patience. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a un timing où on peut se dire, ok, j'ai peut-être mal fait ma vidéo ou mal fait ma créa, et l'IA ne s'y retrouve pas? Est-ce que si après, j'en sais rien, 10 jours ou 12 jours ou peut-être 20 jours, les chiffres sont mauvais, est-ce qu'à un moment, on doit se dire, c'est peut-être mon travail en tant que créatif qui a été mal fait? C'est aussi là que l'IA va pas remplacer notre travail. Parce qu'en fait, du coup, même si effectivement l'IA fait beaucoup, moi, en tant que média buyer qui connaît l'équipier, qui est mon expertise dans la data, je sais exactement quand même dire à un moment, effectivement, là il y a un problème, là ça va pas. Et effectivement, là aussi, sur Sky, on est très fort en contenu, on crée du très bon contenu qui performe. Du coup, tu dois aussi avoir les codes. Effectivement, si tu fais que des contenus avec des vidéos d'1 minute 30 sur Facebook, t'étonnes pas qu'effectivement, si c'est à la fin que t'as un call to action pour acheter son produit, et que tu dois attendre 1 minute 30 pour avoir ton call to action, ou pour avoir l'essentiel de ton produit qui va faire acheter, c'est beaucoup trop long. Tu dois respecter les codes des campagnes, tu dois avoir des vidéos de format court, tu dois avoir des carousels qui vont amener chaque fois de la valeur à ton produit ou à ton service. Tes statistiques doivent être claires, visibles, clairement, et c'est là où tu peux faire tellement de tests. Allez, des copies très courts, très impactants, d'autres un petit peu plus longs, un fond rouge, un fond vert, un fond bleu. Tellement de tests qui fait que effectivement tu vas voir si une créa fonctionne ou non.
Et c'est là où le travail doit être fait. Donc, ça me paraît aussi assez important parce qu'on parle souvent de A/B test dans tous les milieux. Ici, l'A/B test peut être très puissant parce qu'en fait, tu peux donner 4 fois le même visuel avec quelques détails qui diffèrent et l'intelligence artificielle va aussi voir lequel fonctionne mieux. Et ça peut être une leçon pour tout le reste que tu crées par la suite parce que voilà, peut-être qu'une couleur va faire appel à une émotion qui correspond plus à ta marque et le découvrir assez tôt, c'est assez intéressant. Et là, ça me fait penser à une autre question. Donc là, on parle de campagne, mais certaines marques sont très larges et ont plusieurs produits, ce genre de choses. Est-ce que quand tu fais une campagne, l'intelligence artificielle va se baser un tout petit peu sur le créatif et un tout petit peu sur ton audience de campagne précédente? Est-ce que c'est quelque chose qui se configure? Est-ce que tout est en silo? Genre, tu lances une nouvelle campagne, il va chercher une nouvelle audience sur base des créatifs, des créations qui ont été faites? Ou vraiment, est-ce que à partir d'un certain moment, l'intelligence artificielle connaît déjà ta marque, ton environnement et précible déjà une audience intéressée par ta marque? En soi, oui, mais c'est aussi à ça que sert le remarketing et le lookalike. Au final, quand tu lances des campagnes, tu as de la data. Donc finalement, tu as énormément de data qui rentre dans ton compte. Et du coup, tu sais exactement créer du remarketing sur des gens qui ont cliqué, des gens qui ont ajouté un produit au panier, qui n'ont pas acheté, des gens qui ont acheté. Mais du coup, si des gens qui ont acheté, tu peux créer des audiences lookalike qui vont créer des audiences similaires à des personnes qui ont déjà acheté. Et du coup, c'est là aussi que tu dois quand même aussi toujours avoir un peu tes mains dans le cambouis et du coup pouvoir un peu du travail à l'ancienne parce que du coup ça sera performant parce que avec toute la data que tu as, du coup ce serait bête de pas l'utiliser pour toujours essayer de performer. Mais en soi, il y a aussi le but de l'IA qui à un moment sur son compte comprenne exactement à qui il doit s'adresser pour performer. Du coup, non, nous dans les campagnes, on aime bien toujours effectivement utiliser l'IA, mais toujours utiliser un peu les campagnes qui ont performé, qui performent toujours. Après, effectivement, le but, c'est toujours voir si laquelle campagne est performante et d'allouer peut-être un budget d'abord aux deux différentes campagnes. Et ensuite, si tu vois qu'il y a une campagne qui est beaucoup plus performante, alors du coup, petit à petit, allouer ton budget vers la campagne qui est la plus performante, qui est en ce moment souvent les campagnes Advantage Plus ou tout ce qui est automatisé avec l'IA. C'est intéressant parce que quand je lis entre les lignes, on est de nouveau dans ce message qu'on doit absolument faire passer. C'est l'intelligence artificielle reste un assistant. C'est pas quelqu'un qui remplace, c'est quelqu'un qui va vraiment t'aider à être plus productif et à être plus rapide peut-être, parce que comme tu le dis, Advantage Plus va mieux cibler que quand on faisait manuellement à l'époque, etc. Mais tu dois toujours garder un œil dessus, monitorer pour t'assurer que t'es pas en train de dépenser pour rien ou que tu es en train de tirer les bonnes leçons pour pouvoir envoyer les messages aux créatifs, genre utiliser plus de vert parce que le bleu ça fonctionne pas, ce genre de choses. Et donc le message aussi au début, c'est quand tu lances une campagne, teste un maximum. Si tu testes plus large, plus de création au début, tu auras plus de chances de tirer les bonnes leçons et d'avoir le bon set, le bon angle sur les statiques comme sur les vidéos pour convertir un peu plus. Ouais, l'IA est un amplificateur. Clairement, c'est là où tu sais aussi que l'IA ne va pas remplacer l'humain. Effectivement, ça booste notre productivité, ça amène énormément de connaissances et permet aussi de voir peut-être des choses que tu n'aurais pas vues avant. Mais vraiment, la touche humaine reste toujours là pour effectivement voir des petites erreurs. Et en fait, il y a plein de choses parce qu'en fait, si tu automatises énormément de choses, tu automatises tes reporting, tu automatises peut-être même le fait que de elle-même, elle va choisir où mettre les budgets. Si tu regardes pas ta campagne quelques fois par semaine, tu peux tomber sur des choses qui vont pas du tout. Mais c'est là aussi qui est l'importance d'informer l'IA. En fait, une IA, elle devient beaucoup plus puissante au plus tu l'informes, au plus tu lui donnes du feedback. Ok. Et du coup, c'est là aussi qu'elle a sa force. Mais effectivement, l'empreinte humaine sera toujours importante pour checker que tout fonctionne bien. Et comme tu dis, à l'ancienne, on devait setuper exactement notre campagne pour qu'elle soit performante. Au début aussi, tu peux peut-être faire des erreurs sur le setup de ta campagne avec l'IA. Du coup, si tu le vois pas, du coup, tu vas avoir des coûts qui vont exploser. Et c'est pas le but. On va terminer sur un sujet assez intéressant parce que j'ai fait un épisode avec Fred sur LinkedIn où il disait que quand tu écrivais purement par intelligence artificielle, l'algorithme LinkedIn va s'en rendre compte, va considérer que c'est moins authentique, moins humain, moins sincère et tu vas faire moins de vues, donc ce sera moins intéressant. Ici, on entre dans une ère où on peut être nul en design et créer des super beaux visuels via des bons prompts.
on peut faire plein de variantes en quelques phrases. Tu mets une image, il te la modifie avec des éléments supplémentaires, avec différents types de couleurs, avec différents textes. Il te la transforme en vidéo un peu ou en motion design. Est-ce que là aussi, l'IA détecte l'IA et se dit non, je n'utilise pas, ou justement, ce serait recommandé pour aller plus vite, pour faire un maximum de tests en début de campagne, de faire beaucoup de variantes d'un visuel via l'IA et puis pousser ça dans Advantage+. Oui, parce qu'en fait, c'est là où est la force de l'IA, c'est de pouvoir nous... en fait, si tu fais un bon prompt, que le produit est bien mis en avant, que le copy est bien écrit, et que clairement ça correspond au tone of voice, aux valeurs de l'entreprise, aux couleurs de l'entreprise, essaye. Clairement, c'est là où effectivement tu dis qu'effectivement l'IA c'est un amplificateur, parce qu'effectivement là où nous on aurait pu créer 10 visuels en 1h30, l'IA va te le faire en 10 minutes. Ouais. Et du coup effectivement c'est une aubaine pour tout ce qui est campagne Advantage+, parce que c'est là où tu vas pouvoir tout tester, et on sait qu'actuellement ce qui fonctionne et ce qu'il faut faire sur Meta, c'est tester. Et tester plein de variantes, des vidéos, plein de statiques, plein de carousels. Et en fait, c'est là où tu vas trouver l'angle que tu dois prendre et les couleurs, le produit mis comme ça et pas comme ça, que tu vas pouvoir en fait tirer des conclusions et amener encore plus de valeur à tes prochaines campagnes. Ouais, donc dans ce cas de figure, l'IA comprend l'IA et donc il faut faire de l'IAception. En vrai, oui, je vais pas te contredire par rapport à ça. Mais c'est sûr que oui, c'est un amplificateur et ça nous aide. Mais par contre, effectivement, le prompt, comme tu dis, en fait, la manière dont tu vas briefer l'IA va être importante. Il faut arrêter de faire espérer avoir de la qualité en mettant une phrase qui est juste crée-moi un visuel pour Multicidé où tu vois de l'eau, des montagnes derrière, j'en sais rien, et espérer de la qualité derrière. En fait, tu sais quoi, c'est ça qui me rassure par rapport à l'IA. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont assez négatifs par rapport à cet aspect-là. Et pour moi, c'est un peu comme quand Google a débarqué. Tout le monde avait aussi genre, ouais, c'est magnifique et tout. Mais une recherche Google, il y a une façon populaire de le faire qui est pas terrible. Et puis, il y a utiliser les plus, utiliser les quotes, etc. Et les gens, enfin, une grosse partie de la population ne connaît pas ça. Et c'est là où des experts se créent et font la différence dans leur métier. Et ici, pour l'IA, j'ai l'impression que là aussi, tu as une grosse partie de la population qui utilise ça comme si c'était Google, où tu crées une conversation, tu donnes pas de contexte, tu donnes pas un rôle à l'IA, et puis en fait, tu reçois des réponses relativement génériques, alors qu'en fait, être capable de bien utiliser l'IA, c'est une expertise en soi, et ça se travaille, et ça évolue de jour en jour, parce que l'intelligence artificielle progresse de jour en jour, et donc il faut être on top. Moi, c'est quelque chose que je discute beaucoup autour de moi, et même avec des amis, et je dis souvent, l'IA va pas remplacer ton travail, mais par contre, la personne qui sait l'utiliser va te remplacer ton travail. Parce qu'effectivement, si tu sais comment parler à l'IA pour qu'elle te donne un résultat de qualité, du coup, tu pourras toujours avancer, toujours être plus productif. Et c'est là, moi, je mets un gros point d'honneur à apprendre toutes les nouvelles IA, les nouvelles innovations qui vont pouvoir en fait faire, moi, performer plus dans mes campagnes, mais pouvoir aussi, pourquoi pas, améliorer l'ensemble du travail sur l'IA à mes collègues au sein de l'entreprise, pour qu'on arrive tous à level up en IA, et pour qu'on puisse clairement être au-dessus des autres, parce qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le pli. Si tout le monde au sein de l'entreprise Social Sky arrive à prendre le pli sur l'IA, à prompter correctement, à savoir utiliser quelle IA dans quelles circonstances, je pense qu'on pourrait clairement être au-dessus de tout le monde. Oui, parce que là, le nombre d'IA qui sortent de jour en jour, c'est hallucinant. Il y a de la concurrence partout. Tu as une idée sur un projet, tu peux avoir 4 IA différentes, et donc il faut tester les 4 pour savoir laquelle est la meilleure. C'est assez fort. Mais par contre, j'ai envie de terminer le podcast sur une phrase que tu viens de dire. L'IA ne va pas te remplacer. Par contre, la personne qui sait utiliser l'IA va te remplacer. Ouais, et ça, c'est très puissant. Ça, je pense qu'effectivement, il faut se rendre compte. Parce que clairement, ton collègue qui fait tout à la mano, qui va prendre une journée à faire des tâches répétitives, si ton collègue sait comment utiliser l'IA et sait comment automatiser le process, il va te le faire en 1 heure. On revient sur le retour sur investissement. Ouais, tout à fait. C'est juste ça. Martin, un tout grand merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt.